On va parler d'un sujet qui normalement effraie tous les commerçants. Sinon, c'est qu'ils sont, comme on le disait ce matin, au stade 1, c'est-à-dire endormis. Le sujet de la désintermédiation. Parce que c'est évidemment la menace qui pèse aujourd'hui sur toutes les activités de service par principe, c'est que quelqu'un se mette entre vous et le consommateur, et donc vous désintermédie. Pour comprendre cette mue, il faut faire un peu de théorie commerciale sur ce qu'était la valeur d'un commerçant dans le monde d'avant et ce qu'est désormais la valeur d'un commerçant dans le monde d'après. Dans le monde d'avant, la valeur d'un commerçant, c'était des caractéristiques très tangibles, financières, matérielles, c'était de l'économie. C'était de trouver le bon emplacement, admettons ici, et donc de le payer très cher parce que c'était le meilleur des emplacements. Donc vous voyez que dans ce monde-là, il y avait une forme de barrière à l'entrée pour que le commerçant trouve le bon emplacement, se l'achète et y soit. C'était coûteux. Puis une fois qu'il avait le bon emplacement, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait qu'il mette des produits dedans. Et il fallait qu'il soit capable de financer du stock. Et donc c'était une immobilisation très matérielle, très tangible dans ce monde d'avant-là. Imaginez par exemple un parfumeur qui s'installe. Il vaut mieux qu'il soit dans une rue commerciale où le loyer va être cher. Et une fois qu'il l'a, il a intérêt de constituer un stock solide, parce qu'en matière de parfum, je vous prie de croire que le stock, c'est coûteux. À la fois parce que c'est des produits qui, au litre, valent le prix de la cocaïne, et en plus, la déclinaison, la segmentation des marques avec des produits, des sous-produits, des sous-sous-produits fait qu'il faut au moins 3 ou 4 flacons de chacun. Donc ça, c'était la valeur d'un commerçant dans le monde d'avant. Vous voyez que c'était quelque chose qui était très lié à la matérialité de la chose. Mais dans le monde d'après, on s'en fout d'avoir un actif commercial, parce que ce dont je vous ai parlé, c'est l'actif commercial. On s'en fout. On n'en manque pas, il y en a partout. Par contre, il y a un truc qui vous manque, c'est les clients. Dans le monde d'après, la valeur d'un commerçant, ce qui fait un commerçant, ce qui détermine un commerçant, c'est la capacité à faire venir à lui des clients, indépendamment du fait qu'il possède ou non un actif commercial. Vous n'avez pas besoin, dans le monde qui s'ouvre, de posséder un actif commercial pour faire du commerce. Il vous faut des clients. Vous voyez la mue ? Il y a 20 ans, vous n'étiez pas commerçant si vous n'aviez pas un actif. Désormais, vous pouvez. En général, quand on vous parle de ça, on met tout de suite le fameux mot, ubérisation. C'est exactement ça. Sauf que je vous l'ai mis qu'après, en vous montrant que dans ce métier du commerce aussi, c'est la même chose. Uber n'a évidemment pas une seule bagnole, il n'a pas un seul actif en termes de capacité de production, et pourtant aux yeux de ceux qui l'utilisent, c'est bien lui le commerçant. C'est bien vers lui que vous vous tournez quand vous avez un besoin de transport, c'est lui que vous payez, et il n'a pas une bagnole. Mais par contre, il trouve quelqu'un qui, lui, possède un actif, qui était le commerçant dans le monde d'avant, mais qui devient juste le sous-traitant. Il a pris le montant de votre commande, moins 15%. Et c'est ça la désintermédiation. Et vous voyez bien qu'elle est partout, et qu'en tant que telle, il n'y a pas grand-chose qui la protège. Si on tente d'illustrer ça par des choses commerciales avérées, on va par exemple partir aux États-Unis, il y a quelques années, parce que ça fait longtemps qu'Instacart existe à l'échelle du commerce dit 3.0, 4.0 ou de demain, je ne sais pas, ça fait déjà 4 à 5 ans que ce modèle, tout le monde peut le voir. Instacart, c'est une application smartphone. Vous téléchargez l'application, vous êtes, admettons, sur un bassin de ville, à ce jour-là, j'étais à Philadelphie, je choisis Whole Foods, parmi tous les magasins que l'application me propose, parce qu'une fois qu'elle s'est lancée sur, admettons, le bassin de Philadelphie, elle va récupérer l'offre de tous les commerçants de la zone et elle va me les proposer. Ce jour-là, c'est marqué en haut à droite, je choisis d'aller faire mes courses chez Whole Foods. Donc j'achète des poivrons, des bananes, du lait, des yaourts, enfin ce que vous voulez, et j'envoie ma commande à Instacart. Je paye bien à Instacart. Comme je suis curieux, je vais dans le magasin de Whole Foods en question, toujours à Philadelphie, pour voir ce qui s'y passe. Il y a des gens en train de bosser, un smartphone à la main, et il prépare des commandes, ça va arriver dans un instant, dans un demi-instant, dans un 3/4 d'instant. Oui, non, on ne va pas le faire comme ça à chaque fois, parce que sinon, vu le nombre de slides que j'ai avec toutes les images. Et donc, vous voyez, il a un smartphone dans la main, et il prépare des commandes. Dans la chaîne de valeur de ce modèle-là, c'est le piqueur. Il prépare des commandes toute la journée, il pique des commandes toute la journée. Comme il n'est pas payé à faire la queue en caisse, on lui réserve une caisse particulière, et il prépare des commandes qu'il a reçues sur son smartphone. Et puis arrive le deuxième individu dans cette chaîne de valeur et de travail, qui est le driver. Lui, il s'appelle Roger. Il est bagagiste à l'aéroport de Philadelphie. Vous allez voir comment je le connais, parce que c'est vrai. Et tous les jours,
ou en tous les cas quand il a envie de bosser l'après-midi après avoir bossé le matin à l'aéroport, il livre des commandes. Il se logue sur son espace sur Instacart, il dit qu'il veut travailler de 14h à 20h, qu'à 20h il voudra être plutôt dans cette zone-là de la ville, qu'aujourd'hui il a telle bagnole, et puis l'ordinateur lui calcule un nombre de commandes en fonction de la volumétrie des commandes et de la taille de sa bagnole, en fonction du nombre d'heures pendant lesquelles il veut travailler, et en fonction du trafic qu'il y a ce jour-là dans les coins où on va l'envoyer. Et donc Roger, le voilà parti avec X commandes pour livrer. Et à 19h45, Roger, il m'a livré. Alors j'assume totalement le goût de la mise en scène, sinon je ne ferais pas ce métier-là, mais ça me permet surtout de vous raconter le truc en utilisant le jeu. Parce que ça change quand même un peu beaucoup de tous ceux qui vous en parlent, parce qu'ils l'ont lu dans les livres. Parce que là, on comprend le truc. Ce jour-là, j'ai fait mes courses chez Instacart ou chez Wallfood sans jamais avoir été en interaction ni numérique, ni physique avec Wallfood. Je n'étais pas sur un device Wallfood. Je n'étais pas sur une appli Wallfood. Non, j'étais chez Instacart. J'étais dans son environnement. Et après, il se trouve que j'avais choisi Wallfood à l'intérieur de ça. Mais qu'est-ce qui dit que demain, je ne vais pas choisir Target parce que Target aura négocié avec Instacart de mettre un incentive pour me faire aller plutôt là que là. Et ainsi de suite. Ça s'appelle de la coopération commerciale. Ça marche a priori pas mal entre les marques et les enseignes. Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas entre les enseignes et les applis. Ce jour-là, j'ai donc fait mes courses chez Wallfood sans avoir été en interaction avec Wallfood. Wallfood a été désintermédié. Un autre exemple, c'est Google. Alors Google, c'est la gentille petite boîte américaine qui dit qu'elle ne veut pas faire du commerce, mais qui ne rêve que de ça. Donc il faut un peu décoder quand même quand ils vous parlent qu'ils n'ont absolument aucune velléité de supplanter les enseignes. Bien sûr que si. Il ne faut surtout pas être naïf. D'ailleurs, ça existe déjà aux États-Unis. Par exemple, quand je suis à San Francisco, là aussi, c'est un modèle qui a 4-5 ans et qui est tout à fait éprouvé, non pas économiquement encore, mais en tous les cas dans son organisation. Je suis à San Francisco, j'ai toutes ces enseignes à ma disposition. Pour faire mes courses, je rentre sur l'application Google Express, enfin sur l'écran Google Express, je vais acheter ma bouffe chez Target, je vais acheter un disque dur chez Staples, je vais acheter un parfum chez L'Occitane, je vais acheter tout ça éventuellement en une seule session de course, en un seul parcours de course, puisqu'il y a tout derrière. Et évidemment, c'est en totale transparence. On me dit bien que le disque dur chez Staples, il vaut tant, et que c'est le même prix qu'en magasin, et que si je passe comme ça en allant chercher à droite à gauche en me faisant livrer, il y aura des filles. Évidemment, il y aura du service, puisque aux États-Unis, le service il est tout à fait valorisé. Ça ne leur pose aucun problème. C'est la limite avec la France, par exemple. Mais sur le principe, ça ne change pas le modèle. Donc, Google, une fois qu'il a récupéré ma commande, il l'envoie en totale transparence vers chacune des enseignes. Chacune des enseignes prépare le morceau de la commande qui lui correspond, de manière très schématique, mais c'est pour que vous compreniez le principe. Google envoie ses petites camionnettes partout pour récupérer les morceaux de commande préparés. Il les assemble, il me les livre. Et ça, c'est un modèle de double agrégation. Agrégation d'offres, agrégation de flux. Alors, si vous avez besoin d'être convaincu de l'intérêt, on va faire 30 secondes de pédagogie. L'agrégation d'offres, ça fait 50 ans qu'on est convaincu. Ça s'appelle un centre commercial. Donc, on a bien vu dans les années 60 à quel point l'agrégation d'offres en un même lieu, ce qu'on appelle l'unité de lieu, avait une vertu d'attractivité de l'ensemble. Ça, c'est réglé. Et pour l'agrégation de flux, faites juste quasiment une analogie personnelle. Ça vous est forcément arrivé un jour d'acheter même sur un seul site plusieurs articles et d'être livré en plusieurs fois. Et ça vous a fait chier. Parce qu'à chaque fois, comme ça ne rentrait pas dans la boîte aux lettres, il a fallu aller le chercher dans le commerçant d'à côté ou au bureau de tabac ou je ne sais pas quoi, ou au point relais, quel qu'il soit. Donc vous voyez bien que l'agrégation d'offres et l'agrégation de flux, c'est quelque chose qui, vu du client, a une valeur. C'est ce qui s'est passé. Ce jour-là, j'ai reçu cette commande Google. En réalité, elle était composée de ces produits qui venaient de chez Costco, ceux-là de chez Walgreens, le fameux parfum de chez L'Occitane, les flocons d'avoine de chez Fairway et le disque dur, parce que c'était vrai, chez Staples. Donc tout est arrivé en une seule fois, tout a été commandé en une seule fois. Ça fait peser deux menaces sur le commerce, comme par principe entre un donneur d'ordre et un sous-traitant. Ça, c'est de l'économie de base. Première menace sur les prix. Admettons que je consomme du spécial K au petit déjeuner. Je veux dire, il n'y a rien d'extraordinaire. Je requête spécial K sur mon interface, j'ai tous les spécial K de la ville. Et je ne suis pas assez con pour prendre le plus cher. Donc évidemment, ça tire les prix à la baisse. Seconde menace, c'est la disparition des enseignes. Ce jour-là, j'ai reçu ça. Non, en réalité, je n'ai pas reçu ça. J'ai reçu ça. Où sont les enseignes? Il n'y en a plus. Parce qu'on s'en fout des enseignes. Moi, ce qui m'a intéressé au moment du choix, c'est des marques, c'est les produits.
Donc dans ces cas-là, la capacité de l'enseigne n'est juste que dans l'exécution au meilleur prix possible, sans aucune forme de valeur ajoutée irrationnelle représentée par l'expérience client, l'image de l'enseigne, tout ce que vous voulez, on s'en tamponne. Je suis allé chercher des marques. Donc je suis allé les chercher dans les meilleures conditions d'efficacité, que ce soit la disponibilité ou le coût. Est-ce que ça existe en France? Pas véritablement. Est-ce que c'est absent de France? Pas non plus. Parce qu'en fait, ça démarre, et notamment cette année, et notamment avec Google. Dimanche, je suis allé acheter, pour préparer ce que je voulais vous dire aujourd'hui, avec des trucs assez récents, j'ai requêté Tefal sur Google Shopping. Donc c'est Google qui m'a proposé le choix de tout ce qu'il y avait comme produit Tefal. C'est chez Google que je l'ai ajouté au panier et que je l'ai payé. Et puis c'est Auchan qui l'a vendu et expédié. Auchan était le sous-traitant. Par acquis de conscience, je suis quand même allé voir si Auchan vendait ce produit en lui-même. Il vend ce produit lui-même sur son propre site, au même prix. Comme Google n'est pas un philanthrope, quand Auchan vend via Google, il y laisse des plumes. C'est aussi clair que ça. Et Google n'a comme velléité que de devenir une porte d'entrée commerciale universelle. C'est comme ça. C'est la logique des choses, quand on y réfléchit posément 30 secondes, et accessoirement, c'est la culture de ces boîtes-là, qui est une culture très universaliste. Je dois pouvoir tout vendre à tout le monde. Donc, d'évidence, cette désintermédiation n'est pas qu'une menace théorique, c'est une menace réelle. Et en fait, ça consiste à dire, là où il y avait un lien direct entre l'enseigne et le consommateur, désormais, ce lien va être indirect. Et la seule question que vous devez vous poser, c'est comment, dans l'univers qui est en train de s'écrire en bas, comment je recrée un lien direct avec le consommateur. Ce lien direct, il n'y a pas à tortiller, il réside en un mot, la préférence. Pour que demain, quand je vais revenir à Philadelphie, alors l'exemple n'est plus très bon puisque Whole Foods a changé de propriétaire, mais peu importe, ce qui compte, c'est la mécanique. Pour que demain, même si je rentre sur mon appli Instacart, ça sera toujours pour aller chez Whole Foods, parce que je préfère Whole Foods. Et dans ces cas-là, que se passera-t-il? Si je préfère Whole Foods et que je vais toujours chez Whole Foods en rentrant chez Instacart, vous allez voir que je ne rentrerai plus par Instacart. Ça sert à quoi de passer par une étape intermédiaire si c'est pour aller à un endroit dont je sais exactement où il est? Ça sert strictement à rien. Donc seule la préférence est la façon de résister de manière durable à cette désintermédiation qui de toute façon touche et touchera toutes les enseignes. Alors je vais vous proposer une définition, ma définition, alors elle vaut ce qu'elle vaut, mais vous allez voir, c'est argumenté, de la préférence appliquée au commerce et aux enseignes. C'est 4 sujets. Et quand de temps en temps je partage ça avec des enseignes, parfois on peut même aller jusqu'à une forme d'autodiagnostic via des ateliers, je leur demande, vous êtes où vous sur chacun de ces critères-là? Parce que c'est comme ça qu'il faut s'analyser et après voir ce sur quoi il faut bosser. Alors évidemment, le premier critère de préférence, je vais passer rapidement, mais en le resituant quand même, parce qu'on oublie souvent que c'est bien le premier, et non pas un truc comme ça, oui, bien sûr, je m'en occuperai. Non, quand un client rentre en rapport avec vous, c'est parce qu'il a un besoin. Ce n'est pas juste pour se promener, pour passer le temps, ou pour admirer tout ce que vous avez fait en théâtralisation, au nom de l'expérience client. Bien sûr que c'est utile, mais il ne va pas d'abord pour admirer. Le mec qui a rien à faire, il va se balader ailleurs que chez vous. Je ne dis pas que de temps en temps, il n'y a pas un peu de shopping balade, mais dans les faits, dans la majorité des cas, c'est parce que de manière exprimée ou non exprimée, mais latente, il y a l'expression d'un besoin. Et donc, le client va d'abord vers celui dont il pense que la capacité à répondre aux besoins est la plus forte. Évidemment, par la construction de l'offre, par la largeur de l'offre, par la profondeur de l'offre, par la pertinence de l'offre. Par tout ce que vous voulez, mais il y aura toujours le mot « offre » dedans. Donc ça restera durablement le premier levier de préférence. Le second levier de préférence, c'est la nature du lien qui unit le client à son enseigne. Qu'est-ce qui fait que, quand j'ai un besoin, admettons, de canapé, je vais d'abord dire « Tiens chérie, demain on va chez Ikea ». Pourquoi je dis Ikea d'abord? Parce qu'il doit y avoir un élément de préférence, peut-être non verbal, mais qui fait que c'est à Ikea que je pense d'abord, parce que c'est là où il y a le plus de choix peut-être, parce que c'est l'enseigne qui ne m'a jamais déçu, parce que c'est grand, parce que je peux m'arrêter bouffer, mais il y a un truc. Et donc ce lien entre l'enseigne et le client,
C'est la capacité supposée ou présupposée qu'on donne à l'enseigne d'être la meilleure finalement par rapport à ce que je recherche et la plus en phase avec ce que je suis. Et là, c'est une forme de proximité. La proximité étant géographique, mais aussi et de plus en plus évidemment affinitaire, quasiment affective. Pourquoi ça te marque d'abord? Et ça, c'est tout le travail de marketing qu'il y a aujourd'hui derrière les enseignes. C'est ma prédisposition à penser à Ikea avant de penser à But. Alors j'irai peut-être chez But. Mais après être allé chez Ikea, et après avoir constaté que chez Ikea, il n'y avait pas l'offre que je voulais. Mais dans ces cas-là, ça veut dire que je vais chez But que par défaut. Dans ces cas-là, toute l'ambition de But, c'est de dire, non, c'est d'abord chez moi que tu vas aller. Troisième sujet, l'image prix. En gros, c'est, est-ce que je vais dans l'enseigne dont je pense qu'elle optimise le mieux ou non mes euros? Ce n'est pas forcément la moins chère, parce que l'essentiel n'est pas le prix, l'essentiel c'est la valeur des euros qu'on me demande. Et donc là, c'est le travail sur l'image prix qui fait que c'est d'abord dans cette enseigne que je vais aller parce que c'est elle qui, à mes yeux, donne le plus d'euros aux euros que je pourrais dépenser. Ce n'est pas que le prix, c'est l'image prix et la valeur. Et puis enfin, vous avez l'expérience client, ce que vous me donnez à vivre. Et là, c'est toute une somme de détails qui fait que quand je suis chez vous, c'est soit zéro emmerdement, soit 100% tracas. Comme vous voulez, mais c'est entre les deux. Et ça peut être des choses extrêmement détaillées, pointues, auxquelles on ne pense pas. Si les places de parking sur votre parking, par exemple, font que 2,20 m, vous allez voir, quand vous allez sortir, vous allez à peine pouvoir ouvrir votre portière et vous allez vous mettre comme ça parce que vous avez du ventre, vous ne voulez pas tacher la veste. Ça commence mal. Je ne dis pas que c'est rédhibitoire, je vous dis juste que le penser client, l'expérience client, c'est une somme de détails. Vous mettez des places de 2,60 m, vous allez voir, vous sortez, peinard, et ça déjà, ce n'est pas un irritant. Et en fait, c'est tous les irritants que vous pouvez mettre ou ne pas mettre du début à la fin du parcours client. Et donc évidemment, c'est du détail, mais rappelez-vous bien que retail is detail, comme disent les anglo-saxons, et ce n'est pas des conneries. Alors sur ces 4 sujets, vous pouvez trouver des exemples inspirants. Alors, je vous fais de la pub pour un bouquin qui est totalement vieux et qui n'existe plus, qui n'est plus disponible, mais c'est juste pour vous dire que pour ce sujet-là, j'avais quand même réfléchi pas mal et j'avais imaginé la chose suivante, c'était de fonctionner par analogie. Moi, je prétends jamais, quand je vais dans une enseigne, lui dire « voilà ce qu'il faudrait faire ». Non, je lui dis « voilà ton environnement, je pense pouvoir bien te l'expliquer, voilà ce que j'ai trouvé bien ici et je vais te dire pourquoi, puis après, si tu es capable de faire l'analogie, tant mieux pour toi. Sinon, ça s'appelle du conseil. Et perso, j'en fais pas. » Donc je vais vous demander de fonctionner pareil, par analogie, sur 3 des sujets à part l'offre, parce que par principe, l'offre, c'est très métier, c'est très lié à chacune des enseignes que vous pouvez éventuellement représenter ici, ou avec lesquelles vous pouvez travailler, alors que sur des sujets d'image prix, de lien ou de shopping expérience, c'est totalement transversal. Donc je vais vous montrer quelques exemples par analogie, en vous disant pourquoi je les trouve bien. Sur le lien enseigne client, quand une enseigne a assez de couilles, pardonnez-moi l'expression, pour se couper un bras, on reste dans l'anatomie, elle cultive quand même sacrément sa préférence aux yeux des clients qui seront réceptifs. Parce qu'il y a des tas de clients qui s'en foutent de la planète, du PVC, du machin, du truc. C'est pas grave, ils sont au stade 1 et c'est très bien. Et il faut faire avec. Mais quand il y a déjà très longtemps, Botanique dit, moi, je fais une croix sur le PVC pour les salons de jardin, je m'ampute. Oui, mais aux yeux de ceux qui sont sensibles, je marque des points. Donc je cultive le lien entre l'enseigne et moi. Quand Castorama, il y a quelques années, faisait ça, pour les clients porteurs de la carte, Castorama disait, il y a une erreur, c'est pour moi. Quand vous allez, vous savez, faire découper du bois, du verre à la découpe au millimètre près, de temps en temps, vous êtes trompé. Vous arrivez à la maison, merde, je me suis trompé, ce n'était pas la bonne taille. Vous reveniez chez Castorama, vous dites, je me suis trompé, et vous le reprenez et ils vous le recoupez. C'est un peu comme chez McDo. Quand vous allez bouffer chez McDo, faites l'expérience un jour, c'est très instructif. Vous quittez le comptoir, vous renversez votre plateau, qu'est-ce qui se passe? Scénario numéro 1 chez un commerçant classique, va dire « Oh là là, qu'est-ce que vous êtes maladroit !» Voilà, et puis vous allez devoir racheter un nouveau menu, et puis en plus ça le fait chier parce qu'il faut nettoyer. Scénario numéro 2 chez McDo, on vous dit « Non mais bougez pas, on s'en occupe, je vous le reprépare. » Parce qu'il faut savoir ne pas gagner sur chaque client. Il ne faut pas jouer petit bras là-dessus. Un client, on gagne sur la durée de sa vie dans la relation avec soi. Donc, chez McDo, vous renversez votre Coca, vous renversez vos frites, vous renversez votre sundae, on vous le refait. On vous l'offre. C'est exactement ça. Vous voyez bien que ça cultive le lien entre l'enseigne et le client.
Le lien entre l'enseigne et le client, ça c'est un peu l'exemple qui est dans la même veine que celui de Botanique précédemment, c'est de dire je m'ampute, j'ai des partis pris, je les assume. On est aux États-Unis, CVS est une enseigne de drugstore, comme il en existe pas mal, Walgreens, Duane Reade et compagnie, qui, parce que c'est l'habitude là-bas, vend à la fois des médocs et du tabac. Puis un jour, il y a quelques années, CVS se dit, bon, vendre et des médicaments et du tabac, il y a un truc qui couine, même si c'est normal. Je veux dire, là-bas, ça choque personne. Et donc CVS, un jour, dit, j'arrête de vendre du tabac. Vous imaginez que de manière assez naturelle, ça a un effet chiffre d'affaires, mais dans le même temps, ça a un effet proximité, affinitaire, avec les clients. De la même manière, quand Leclerc, il y a 20 ans, et la première enseigne a supprimé les sacs de caisse, au point que ça a été le point zéro de quelque chose qui est devenu finalement banal. Ben, vous imaginez que vous travaillez, vous cultivez le lien qu'il y a entre l'enseigne et le client. Quand vous offrez quelque chose, ou quasiment offrez quelque chose qui a une énorme valeur pour le client, et que vous lui demandez soit rien, soit quelque chose d'extrêmement symbolique. Vous cultivez le lien qui vous rapproche de lui. Quand Decathlon vous farte vos skis de fond, pour ceux qui font du ski de fond, il vaudrait mieux que ça glisse bien, parce que déjà que c'est plat, donc ça fait mal au bras. Hein. Bon, mais voyez bien que c'est un énorme service que l'on vous rend, pour lequel on vous demande l'euro symbolique. Vous voyez bien que ça cultive le lien entre l'enseigne et le client, et que c'est de nature à ce que je la préfère demain. Quand je m'inscris dans mon territoire, là on est dans un hyper qui vous dit je bosse avec cette fromagerie depuis 1994, ils sont 22, ils sont à 15 km, je nourris la proximité entre le client et moi par le fait que je démontre la proximité qu'il y a entre le terroir et moi. Mais on est bien dans cette idée-là. Et puis un autre exemple, je crois que c'est le dernier là-dessus, sur les produits d'équipement de la maison où le prix d'achat est en général très élevé et la fréquence d'achat très faible, la seule crainte c'est de se tromper. C'est un peu la même logique que McDo ou que Casto. Là, qu'est-ce qu'il vous dit ? Non, mais t'inquiète pas, c'est garanti à vie. Donc évidemment, ça lève quand même un paquet de doutes. Il y en avait un autre, autant pour moi. Cultiver la proximité avec ses clients, c'est rapprocher les clients des salariés via la passion éventuellement commune. Chez Audio, enseigne d'équipement de la maison de Leroy Merlin, un peu branchouille, on vous raconte les centres d'intérêt des employés Audio. Par exemple, n'importe quoi, Léa, qui s'occupe de rayons loisirs créatifs, elle est passionnée de loisirs créatifs, elle passe tous ses week-ends à faire du macramé. C'est sûr que c'est quand même pas sexy, mais c'est comme ça. Pour celui qui veut ça, Léa, elle apparaît super compétente et l'enseigne apparaît le lieu où il faut être. Deuxième sujet, l'image-prix. Quelques exemples là aussi pour vous montrer comment, par des situations réelles, certaines enseignes ont travaillé l'image-prix, à mon avis, mieux que d'autres. Alors le champion du monde, c'est Decathlon. Champion du monde de l'image-prix, mais par le biais de la valeur. Decathlon a compris, depuis très longtemps, et comme d'autres ne l'ont pas compris, il faut le répéter, que tous les produits ont une valeur, même les produits les moins chers. Là, on est sur un t-shirt à 2,95 €, c'est les fameux premiers prix Decat. Et ça fait très longtemps que c'est comme ça. Même un produit premier prix chez Decat, il a de la valeur. Liberté de mouvement, coupe ample, tu m'étonnes, c'est un sac qui a été coupé comme ça et qui a été coupé comme ça. Ouais, mais pour faire du sport, quand ça vous moule trop, c'est pas très agréable. Hein, voilà. Ensuite, limitation des irritations. Il n'y a pas de couture. C'est assez logique, puisque ça a été coupé comme ça et puis comme ça. Je force le trait, bien évidemment. Mais tout ça pour vous dire que tous les produits que vous vendez, sans exception, ont une valeur. Et dans 90% des cas, les produits que vous me proposez n'ont pas de valeur apparente. Ou éventuellement la seule valeur que le fournisseur a mis sur le pack quand les produits sont vendus empaquetés. Autre exemple chez Decathlon, pour me dire que c'est chez lui que mes euros ont le plus de valeur, c'est qu'il a enlevé tout ce qui ne sert à rien. Vous voyez, quand l'année dernière, il était engagé dans une opération de baisse des prix, il disait pourquoi il baissait les prix, comment il les avait baissés. Cette chaussure, pour baisser le prix, nous avons notamment supprimé des marquages redondants et ainsi optimisé les coûts de production. Qu'est-ce qu'il vous dit ? J'ai enlevé ce qui ne te sert à rien et que je te faisais payer. Dis donc, ça vaut le coup. Alors évidemment, le mec qui veut des Nike, il veut le marquage qui ne sert à rien parce qu'il veut la virgule. Hein, mais chez Decathlon, Kalenji, il s'en fout. Hein. Mais voyez que ça travaille l'image-prix. Ça, c'est probablement, si j'avais un best practice de tout le retail vu en 30 ans de vie, je pense que lui, il est dans le top 5 ou dans le top 10 sans aucun doute. Comment vous pouvez mieux dire que votre produit vaut ce que vous en demandez qu'avec ce genre de démonstration ? On est chez Ikea, vous le reconnaissez sans doute à cause de l'écriture. Ikea vous dit que ce parquet qui vaut 9 €, il y a 55 000 personnes qui passent dessus par semaine. Est-ce qu'il a besoin de vous dire que c'est cher, pas cher ? Non, il n'a pas besoin de crier haut et fort qu'il est le moins cher. On s'en fout d'ailleurs qu'il soit le moins cher, c'est pas le sujet. Putain la vache,
Ah ouais, pour 9 euros, tu as ça. Ah ben ça vaut le coup. Vous voyez à quel point là, on travaille, sans même dire qu'on n'est pas cher, comme on travaille l'image-prix. Alors de temps en temps, il faut le dire comme ça aussi. Ça, je vous l'accorde. Quand on est sur des produits strictement comparables, il faut aussi savoir bastonner et dire qu'on est le moins cher. Il faut aussi avoir des marqueurs, c'est-à-dire des produits sur lesquels on fait le choix de se couper un bras pour dire je suis imbattable là-dessus. Je t'aide. Évidemment, le carburant et le prix coûtant, c'est ça. Et puis enfin, troisième chapitre, la shopping expérience. Alors la shopping expérience, c'est déjà d'être à minima comme le client est. Cette photo, j'ai dû mettre la date, voilà en haut, elle a 7 ans. On est chez Container Store aux États-Unis, c'est une enseigne de rangement, d'équipement de la maison. Il y a 7 ans, dans cette enseigne, on vous disait, c'est pas viens comme vous, venez comme vous êtes, c'est fait comme tu veux. Tu veux scanner avec une douchette et être livré, pas de problème. Tu veux cliquer, sous-entendu commander depuis chez toi, être livré, pas de problème. Tu veux cliquer et venir chercher, pas de problème. Tu veux appeler et venir chercher, en gros, tu fais ce que tu veux. Vous ne pouvez pas être moins omnicanal que ne l'est votre client, par principe. Bon, ça, c'est déjà le premier pied de l'expérience client. La shopping expérience, c'est aussi de savoir donner des trucs. Ça ressemble un peu à l'exemple de Decathlon tout à l'heure, quelque part, sauf que là, c'est véritablement donné. Les gants Total, pour ceux qui roulent au gasoil et qui sont maladroits et pour lesquels la dernière goutte est toujours pour le doigt, forcément, vous le traînez pendant 2 heures, si vous n'avez pas un truc pour vous laver les mains derrière. Le gant Total, d'ailleurs, qui n'a jamais pris plusieurs gants Total pour un seul plein pour s'en servir la fois d'après quand il va chez Leclerc? Évidemment, si on se regarde un peu tranquillement, tout le monde l'a fait au moins une fois dans sa vie. Et ceux qui ne l'ont pas fait, faites-le, c'est jouissif. Un autre exemple, l'inquiétude que peut générer le fait de passer une commande tant que la commande n'a pas été exécutée. Quand, admettons, vous faites des faire-part de mariage, le moment où vous donnez votre clé USB à l'imprimeur, et entre ce moment-là et le moment où vous le récupérez, putain la vache, ça passe par toutes les couleurs de la vie. Oh, j'espère que ça va être bien, j'espère que si, j'espère que ça, oh là là, si il se trompe, là on vous dit, je te fais la première gratos. C'est-à-dire, je lève les freins. Chaque fois que vous levez des freins, vous accroissez le taux de transformation. Règle de base dans le commerce, mais vraiment de base de base. Quand vous dites que le produit est dispo, vous dites à l'avance quelque chose que de toute façon le client voudra savoir. Quand ça vous est arrivé forcément d'aller choisir du parquet, du carrelage, du papier peint, de ce que vous voulez, vous l'avez choisi, vous avez passé 2 heures avec papa, maman là, à faire le truc, vous allez chez le vendeur, il vous dit je l'aurai dans 3 semaines. Et là vous dites parce que vous ne l'avez pas. Alors que vous étiez déjà, demain matin, vous étiez projeté, vous étiez à 4 pattes dans la salle de bain en train de poser le parquet. Non, il faut attendre 3 semaines. Ça, quand on vous le dit à l'avance, ça a de la valeur. Le truc tout con. Mais alors, le truc tout con. Alors évidemment, il faut faire les courses pour comprendre ce que je veux dire. Parce qu'il y en a forcément qui parlent du commerce toute la sainte journée et qui ne font pas les courses le samedi. Donc il faut y aller parce que c'est accessoirement le moment où il y a les courses, où il y a la vraie vie commerciale. Quand vous achetez de la farine, la voiture, elle le sait, le siège auto le sait, la maison le sait, tout le monde sait que vous avez acheté de la farine. Parce qu'il en reste à chaque fois. C'est normal, la farine se vend forcément dans un sac non étanche. Voilà, c'est comme ça. Dans ce magasin, qui pour l'anecdote est le magasin de Serge Papin, l'ancien patron de U, en Vendée, il y a quelques années, il y a un mec qui a dit « Mais si je mettais un petit distributeur à sac, là, ce serait quand même pas mal. » Alors on peut discuter, est-ce que c'est beau, pas beau Mais moi, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de faire de vos magasins des musées. Ce qui m'intéresse, c'est de faire des endroits où il est manifeste que vous pensez au client d'abord. Parce que tout le monde pense client. Ce matin, il y en a un qui me disait « J'ai mis le client au cœur. » De toute façon, il n'y en a pas un qui ne l'a pas mis au cœur. Non, ça c'est sûr. Sur les papiers, les PowerPoint, tout le monde le met au cœur. Non, mais dans les rayons, là, on l'a mis au cœur pour de vrai. Un autre exemple, quand vous achetez un casque, c'est peut-être pas joli ça aussi. Je suis chez Darty. Aujourd'hui, on n'achète plus un casque sans se regarder. Parce que c'est à la fois un truc pour écouter de la musique, mais on veut savoir quelle gueule on a avec le casque. De peur soit d'être ridicule, soit au contraire, on veut être sûr d'être bien branché avec le casque. Il faut le montrer. Et le simple fait d'avoir mis un miroir montre qu'on y a pensé. Et si je dois résumer tout ce que je vous ai raconté, je voudrais vous rappeler quelles sont les 3 clés de succès du commerce. Alors si vous êtes des gens normalement constitués, les 3 clés de succès du commerce, c'est 1, l'emplacement, 2, l'emplacement, 3, l'emplacement. Mais ça, c'était le monde d'avant. Donc il faut que vous fassiez un gap dans le monde d'après, parce que des bons emplacements, il y en a déjà beaucoup plus qu'avant, ne serait-ce que parce que la mobilité individuelle a considérablement changé. Donc mécaniquement, ça fait plus d'emplacements que l'on voit. Et puis l'emplacement, on s'en fout, parce que désormais, ce qui compte, ce n'est pas tant l'actif commercial, mais le client. Donc les 3 clés de succès pour le commerce, c'est 1, la préférence, 2, la préférence, 3, la préférence.
Et si vous ne travaillez pas ça, il n'y aura aucune raison que vous résistiez à la désintermédiation, parce que c'est écrit, toutes ces plateformes chercheront à vous désintermédier, même si elles vous le disent non, même si elles vous jurent leur grand Dieu que ce n'est pas du tout ce pourquoi elles sont là. Si c'est ce pourquoi elles sont là, c'est pour vous niquer. Sur ce, bon après-midi.